Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. 19h45, c'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité ce soir, pénurie de produits anesthésiques à l'hôpital régional de Saint-Louis. Conséquence, suspension du programme opératoire dénommé programme réglé. Seules les urgences sont prises en charge. Vous entendrez le directeur général de l'hôpital régional dans ce journal. Ousmane Sonko condamné à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Le blocus au domicile du leader du parti PASTEF n'a pas été levé. Cependant, le dispositif sécuritaire a été allégé. Réaction des riverains également à suivre dans cette édition. Et en fin d'édition, vous aurez la rubrique hebdomadaire découverte, Tataguine Serer, la localité à découvrir, une zone à cheval entre les régions de Thiès et Fatick. Reportage à suivre avec Muntaga Khan. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous. Actualité judiciaire pour démarrer cette édition. L'affaire Sweet Beauté, Sweet et Parfum. Les avocats de Ndeye Khady Ndiaye, la propriétaire du salon de massage, ont introduit appel. À noter que lors du procès, elle a été déclarée coupable d'incitation à la débauche et condamnée à 2 ans de prison ferme et une amende de 600 000 francs CFA. Ndeye Khady Ndiaye doit également payer solidairement la somme de 20 millions de francs CFA à Adji Sarr à titre de dommages et intérêts. Dispositif sécuritaire allégé à la cité Keur Gorgui où loge Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF. Un tour dans ce quartier nous permet de faire le constat. Toutefois, la cité est toujours sous haute surveillance. Pour l'heure, il faut noter le jalonnement de quelques policiers. Le constat est fait par Abdourahmane Dicha. Au rond-point de la cité Keur Gorgui, un important dispositif policier. Important mais allégé par rapport à ce qu'ont connu les résidents et autres passants. Leurs avis différents de ce que nous explique en off une source policière. Le dispositif est resté le même. Constat, chaque personne qui souhaite entrer dans ce quartier de Dakar doit présenter au-delà d'un justificatif une pièce d'identité. Un peu plus loin, à l'intérieur du quartier, nous rencontrons Mohamed Malo. Il est maçon et dit avoir passé plusieurs nuits dans son chantier. Les raisons. On avait un véritable problème pour accéder au quartier, mais quand il nous était donné d'aller chercher de quoi manger, on nous interdisait de passer par là. Beaucoup de mes collègues n'ont d'ailleurs pas pu travailler. Ils venaient jusqu'ici avant qu'on ne leur interdise l'accès, mais aujourd'hui, la situation s'est améliorée. Nous nous dirigeons vers le domicile du leader du PASTEF. Au loin, nous apercevons une fourgonnette de la police nationale. Impossible de franchir la barrière mise à quelques encablures. Le dispositif sécuritaire allégé, mais les forces de l'ordre veillent au grain sur l'ensemble du quartier où réside Ousmane Sonko. Jeudi 1er et le vendredi 2 juin 2023, le pays a été secoué par de violentes manifestations, des violences qui n'ont pas épargné le marché HLM de Dakar. Sur place, des magasins pillés, certains ont même fermé boutique. Une grosse perte surtout pour les tailleurs en cette période de veille de fête. Un reportage de Aïssatou Kana. Qui aurait cru qu'après les manifestations sanglantes, que le marché HLM allait renouer avec ses activités? En tout cas, ce n'est pas le cas de ce tailleur. On n'y croit pas, car nous avons eu très peur. C'est le même sentiment qui anime les clients. Le marché porte encore les stigmates des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre. Les casses et pillages ont valu à des tailleurs des pertes matérielles, nous confie Dienaba. Ceux qui sont au marché Zen ont plus souffert. Ils ont volé leurs tissus, de l'argent. Certains ont perdu des millions.
Certains d'entre eux rencontrent même des difficultés avec leurs clients qui ne peuvent pas recevoir leur tenue. Il y a des tenues que nous devions livrer qui appartiennent à des étrangers depuis 5 jours. Nous n'arrivons pas à les livrer et c'est compliqué pour nous de les rembourser alors que nous sommes obligés de le faire. Malik Cissé était contraint de baisser rideau en raison des effets des grenades lacrymogènes. Les lacrymogènes nous trouvent jusqu'ici alors que nous travaillons avec du courant et il n'y a pas d'espace. Ce n'est pas normal. Bon gré mal gré, ce père de famille est obligé de poursuivre ses activités. Nous ne pouvons pas faire autrement. Il faut que nous continuions de travailler malgré tout. Malgré la proximité de la fête de Tabaski, les tailleurs se voient contraints de travailler, mais ils appellent au retour de la paix dans le pays. Autour de la paix pour pouvoir écouler la marchandise en cette période de veille de fête, notamment les tissus. Aïssatou, le marché HLM jadis plein comme un œuf en cette période de veille de Tabaski. Aujourd'hui, le client se fait désirer à moins de 3 semaines de l'Aïd el-Kébir, communément appelé Tabaski au Sénégal. Et au banc des accusés, les violentes manifestations de ces derniers jours. Reportage Semam Seynabou Babou. Les commerçants guettent l'arrivée de clients qui se font désirer. Cet endroit qui d'habitude refuse du monde en période de fête est assez calme ce matin. Cherna Kamara est seul dans sa boutique avec son collègue par l'ombre d'un seul client depuis l'ouverture. La situation tendue du pays y est pour quelque chose. Il y a beaucoup de tissus et de nouveautés dans le marché, mais avec les manifestations récentes, les gens ont peur de sortir. D'habitude, en cette période, les clients étaient vraiment nombreux. C'est dommage qu'ils arrivent petit à petit. Dans un autre magasin, l'ambiance est moins morose. Cette vendeuse discute avec une cliente au moment où ses employés se charge de paqueter les tissus. Elle nous affirme qu'elle a baissé rideau pendant 3 jours. Nous rendons grâce à Dieu. Les manifestations nous ont impactés car la boutique a été fermée durant 3 jours. Mais actuellement, nous avons repris et les clients viennent. D'ici quelques temps, c'est sûr que la boutique sera bondée de monde. Les violentes manifestations politiques de ces derniers jours ont eu un impact sur le marché de tissus. En cette période de Tabaski, les vendeurs de tissus qui gagnaient bien leur vie sont désemparés. Les clients se font rares et la fête arrive à grands pas. Toujours sur ces violentes manifestations, le mouvement And Defar Sénégal monte au créneau et c'est pour sensibiliser la jeunesse du département de Rufisque. Le coordonnateur du dit mouvement lance un appel à plus de responsabilité et au respect des institutions. Pape Moussaba, porte-parole du mouvement, il est avec Babacar Seck. Alors il nous faut lancer un appel de paix pour inviter toutes les parties prenantes, pouvoir comme opposition, à la préservation de notre cher Sénégal, qui reste un exemple abouti de démocratie en Afrique et dans le monde entier. À la jeunesse sénégalaise, nous rappelons l'impératif de sauvegarder la cohésion sociale nationale. Ensemble, nous devons cultiver le respect des règles démocratiques dans l'exercice de nos droits et libertés fondamentales, notamment de manifestation, de réunion, de liberté d'expression. Nous n'avons pas le droit, chers jeunes, d'écorcer de quelque manière que ce soit l'image de nos institutions. L'ordre étatique et républicain est sacré et doit être rétabli. Alors, est-ce qu'on peut passer à perte et profit tous ces Sénégalais tombés ces jours-ci et avant, y compris des éléments de nos forces de l'ordre et de sécurité? Il me semble que la réponse ne peut être que négative. Avant la République, il faut un État debout. L'État, pour nous, c'est un ensemble de corpus juridiques
composé et de la Constitution, des lois, des règlements et des institutions telles que le président de la République, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, qui doivent être respectés par tous les citoyens. Acte de vandalisme dans plusieurs localités du Sénégal ces derniers jours lors des manifestations après la condamnation d'Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF. La région de Thiès s'est illustrée par son calme, pas de manifestation. Un exemple à suivre selon la convergence des jeunes républicaines COJER. Les membres ont fait face à la presse. C'était en présence de Isidore Alexandre Sen. La ville de Thiès a brillé par un calme suite au verdict du procès opposant Ousmane Sonko à la masseuse Adji Sarr. Une posture saluée par la COJER départementale. On a pu constater la maturité et la hauteur avec laquelle les Thiessois, la posture qu'ils ont eue par rapport à ces événements-là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que PASTEF grouille de militants au niveau de Thiès. Mais ils n'ont pas manifesté à l'image des autres, des gens de Dakar ou de Ziguinchor. Ça veut dire qu'ils ont gagné en maturité. Ça veut dire qu'ils ont des perspectives politiques, mais ça veut dire d'autre part que les parents ont pleinement joué leur rôle. La convergence des jeunes républicains élève la voix pour s'indigner des casses et autres attaques sur des biens publics. Le Sénégal a atteint un niveau de violence politique jamais connu auparavant par la manipulation et les mensonges du président du parti PASTEF. Il soutient à corps et à cri être un combattant de la démocratie et des libertés, luttant pour une justice indépendante. Et comme mode opératoire, il recrute des mercenaires étrangers, mobilise les influenceurs internationaux, connus pour être les catalyseurs de tous les mouvements insurrectionnels. Il prédit l'apocalypse avec l'aide de droits de l'hommiste en fin de cycle ou de journalistes contestés par leurs pairs. Il fait piller nos commerces ou les incendie, fait attaquer nos infrastructures et nos maisons, fait tuer les manifestants qu'il a lui-même appelés à descendre dans la rue pour faire porter le crime à nos valeureuses forces de défense et de sécurité. Almarem Faye et ses camarades parlent d'un Sénégal debout au plan démocratique malgré la situation que certains qualifient de recul. Face à ce projet funeste, nous allons réagir et de la plus dure des façons. J'en appelle à la mobilisation de tous les jeunes républicains soucieux de l'avenir de notre pays, afin de s'ériger en bouclier contre ces apprentis pyromanes, dont le seul objectif est de semer le chaos et le désordre avec l'exploitation prochaine de nos ressources pétrolières et gazières. La COJER départementale demande à la mouvance présidentielle d'apporter aux besoins la réponse qui s'y est face au comportement anti-républicain, selon elle, d'une certaine opposition. Isidore Alexandre Sen, au lendemain des manifestations, l'heure est au bilan. L'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye fait le bilan. La structure sanitaire a accueilli 21 personnes blessées, 4 corps sans vie et un blessé en réanimation, femme saine. Urgentiste au service des urgences de l'hôpital que je vous propose de suivre. Il est avec Boudal Ndiaye. Nous attestons que depuis le début des heures des manifestations, on a reçu quand même beaucoup de blessés. Notamment le premier jour, le jeudi, on a eu au moins 11 blessés, dont 4 graves. Et puis il y a eu plus de blessés quand même le deuxième jour, le vendredi. On a eu au moins 21 cas. Et c'est à ce jour même qu'on a eu aussi les 4 corps, qu'on a reçu les 4 corps décédés. Donc, et puis ça a perduré le samedi aussi. On a reçu des blessés légers, des blessés graves. Et il y a eu des blessés par balle, des blessés par arme blanche et des blessures liées au gaz lacrymogène. Le vendredi, nous avons reçu 4 corps déjà décédés, des personnes qui nous sont arrivées déjà décédées, malheureusement. Nous présentons nos condoléances à leurs familles. Oui, le personnel de l'hôpital, dans sa globalité, vraiment s'est donné corps et âme pour prendre en charge ces patients de la meilleure des façons. Et présentement, la plupart sont vraiment stables. Il ne reste qu'un parmi eux qui est actuellement à la réanimation. Les autres sont quand même retournés chez eux. Et aussi, on signale qu'il y en a 2 ou 4 qui sont encore dans le service au SAU et un en chirurgie. Ce qui est vraiment à souligner, à saluer, c'est que nous sommes en collaboration étroite avec le district et nous faisons une régulation permanente avec le district pour la prise en charge optimale des patients. Si nous remarquons que d'autres structures sont dépassées, nous les soulageons et nous prenons quelques patients. Mais à notre niveau, nous ne sommes pas dépassés, nous prenons les patients en charge comme il faut.
Pharmacienne urgentiste, elle s'exprimait au micro de Boudal Ndiaye, puis à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal. Pénurie de produits anesthésiques à l'hôpital régional de Saint-Louis. Conséquence, la suspension des interventions. Seules les urgences sont prises en charge. Le directeur de l'hôpital régional de Saint-Louis, Maguette Sek, que voici. Nous avons constaté une certaine tension dans l'approvisionnement de l'éphédrine, qui est un produit donc indispensable aux actes opératoires. Présentement, nous avons donc un manque sur l'éphédrine, ce qui a conduit donc pour le programme réglé. Donc le programme réglé, ce qui veut attendre, on l'a suspendu, on a suspendu ce programme réglé, et ce qui nous reste en produit est réservé pour les urgences. Donc on continue à prendre en charge les urgences et le programme réglé est suspendu donc jusqu'à nouvel ordre. Mais dès disponibilité donc, du produit, donc on va reprendre le programme réglé, correctement les activités. Et puis à ce stade du journal, nous parlons de tout à fait autre chose. Campagne agricole 2023, Médina Yoro Fula, démarrage des opérations de mise en place et cession des intrants pour cette année. Le besoin en semences d'arachide de la région est estimé à près de 6 000 tonnes. Le point avec notre correspondant permanent sur place, Seydou Diatta. Les opérations de mise en place et de cession des intrants agricoles ont officiellement démarré dans le département de Médina Yoro Fula. Pour cette présente campagne, le besoin en semences pour la région de Kolda est estimé à environ 6 000 tonnes. La région de Kolda est une région à forte vocation agricole. En termes de besoins, c'est presque 6 000 tonnes d'intrants et presque la moitié, les 50%, c'est pour le département de Médina Yoro Fula. Donc il est heureux de constater que les semences sont disponibles, les mises en place se poursuivent et les intrants sont disponibles. Donc les populations, effectivement, sont en train d'acheter des semences. On a déjà, depuis le mois de mai, reçu les circulaires qui nous attestent la composition, en tout cas, de ces commissions, mais aussi fixant les prix des intrants. Donc nous avons besoin au niveau régional de 6 000 tonnes. Aujourd'hui, globalement, c'est presque 1000 tonnes qui sont déjà mises en place. C'est l'occasion en tout cas de remercier aussi le préfet qui a lancé de façon officielle le démarrage de la session des intrants au niveau du département de Médina Yoro Fula. Le démarrage des opérations a accusé un léger retard comparé à la précédente campagne. Mais les producteurs se félicitent tout de même des efforts consentis par le gouvernement du Sénégal pour booster la productivité et la production. Le gouvernement est en train de faire beaucoup pour l'agriculture sénégalaise, surtout le président de la République. Aujourd'hui, nous tous, on a constaté en Conseil des ministres qu'il a augmenté le budget du ministère de l'Agriculture à 100 milliards. Vraiment, nous sommes très contents aujourd'hui. On voudrait remercier le président de la République du Sénégal, remercier le ministre de l'Agriculture, parce qu'on sait que le département de Médina Yoro Fula, c'est le grenier de la région de Kolda. Engrais bi gis nañ ne état yoon wàññi na ko parce que doon na jar 18 000 tey mu ngi jar 11 000. Nous avons constaté avec joie la baisse du prix du sac d'engrais qui est passé de 18 000 à 11 000 francs CFA. C'est vraiment un ouf de soulagement. Cependant, nous demandons l'accélération du processus pour acheminer les semences à temps dans les zones enclavées parce que le ciel se fait de plus en plus menaçant. Nu mu gën a gaawee ñu régler loolu pour ñëpp mën a démarrer ndor parce que ñëpp a bëgg a béy te nawet bi ñëw na. Le ciel a déjà ouvert ses vannes dans cette partie nord de la région de Kolda depuis le 9 mai passé. Mais depuis lors, pas encore de plus utile. Seydou Diatta, direction le bassin arachidier, Kaolack, plus précisément sur place atelier sur le contenu du nouveau code pastoral. La GIZ, à travers le projet Sensouf, a organisé la rencontre et autour de la table des organisations professionnelles d'éleveurs, des services techniques et des organisations de la société civile. C'était en présence de notre correspondant Adam Sara. Cet atelier qui regroupe des organisations professionnelles d'éleveurs, des services techniques et des organisations de la société civile a pour objectif de réfléchir sur le contenu du nouveau code pastoral en vue de mieux tenir en compte les préoccupations de ces organisations parties prenantes. Vous avez constaté au Sénégal qu'il y a beaucoup de conflits entre agriculteurs et éleveurs.
Et ce que j'ai constaté tout de suite dans la salle, c'est que les éleveurs pensent que les sanctions qui sont prévues contre les agriculteurs sont très faibles. Par exemple, si un agriculteur empoisonne son champ pour tuer le bétail, il pense que les sanctions sont très faibles. Mais en général, nous nous sommes rendus compte que jusqu'à présent, il y a des propositions d'amélioration qui ont été formulées par eux. Donc, une des recommandations fortes pour eux, c'était de retourner ce projet au niveau de leurs organisations de base pour qu'ils échangent davantage avant que l'Assemblée nationale n'adopte ce code. Ces éleveurs saluent l'importance du code pastoral. Cependant, ils souhaitent quelques améliorations. Vous en citez un article qui dit que l'éleveur doit à tout point de vue garder son troupeau à toute saison, la nuit, le jour. Alors, l'agriculteur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Mais au moins, l'agriculteur doit surveiller son champ le jour et l'éleveur, par exemple, la nuit, de parquer ses animaux. Mais demander à l'éleveur donc de surveiller son troupeau blanc durant toute la saison, toute la période. Mais c'est l'un des tant d'autres activités qui sont à l'intérieur du document qu'il faudrait revoir. Ce code, une fois adopté, va jouer un rôle important dans la lutte contre les conflits entre agriculteurs et éleveurs. C'est un conflit récurrent. Je vais vous donner une anecdote. C'est l'anecdote racontée par un ancien qui disait que le chasseur avait dit que partout où il a dompté le lion pour faire sa chasse, il a été chassé par l'éleveur. Et l'éleveur dit, partout où j'ai chassé le chasseur, l'agriculteur est venu me chasser pour faire l'agriculture. Et l'agriculteur, lui aussi, a été chassé par le démographe, celui qui va habiter, qui va créer un village. Et c'est ça qui fait que c'est un cycle itératif qui nous oblige à quoi? À dialoguer. Le projet Sensouf qui a initié cette rencontre va soumettre toutes les recommandations qui sortiront de cet atelier aux membres de la Commission développement rural de l'Assemblée nationale. Place à présent à la rubrique découverte. Immersion aujourd'hui à Tataguine Serer, une localité du département de Mbour. Tataguine Serer est à cheval entre les régions de Thiès et de Fatick. Tataguine Serer, la découverte avec Muntaga Kana. Tataguine Serer, un village qui compte 8 hameaux, est à la lisière du département de Mbour et de Fatick. Les villages de Tataguine Bambara, de Tataguine Escale et de Tataguine Serer de Fatick sont tous nés sur ses flancs. Il tient son nom d'un oiseau ayant pondu des œufs. Mais ce qui donne maintenant le village de Tataguine Serer, c'est un oiseau à pattes palmipèdes que l'on appelle atat. C'est un oiseau un peu noir. Donc, a pondu maintenant, c'est-à-dire, donc il a donné un œuf, il a pondu un œuf. Atat Aguine, l'oiseau s'appelait Atat. Aguine, c'est-à-dire il a pondu un œuf. C'est ce qui a donné le nom de village Atat Aguine. Tataguine. Le fondateur du village vient de Mbadan. C'était un chasseur de renom. Tataguine Serer, oui. Le village de Tataguine Serer est fondé en 1901 par un chasseur très renommé, très habile. Il s'appelait Korwalise. Il vient de Mbadan, dans un village que l'on appelle Ngultoun. Oui, depuis des générations. Oui, il s'est installé ici. Bon, donc, il n'avait trouvé qu'une forêt dense. Comme il était un chasseur, ça lui facilitait son métier. Oui, de pouvoir abattre les animaux. Oui, et après, il a fait venir sa famille pour les installer ici. Le village est habité en majorité par les Sérères. Tataguine Serer amna tuuti wolof de way foog na ñaari kenn la de. Son histoire est liée à celle des villages environnants. Là où se trouve Tataguine Escale ne s'appelait pas Tataguine Escale. Là-bas, ça s'appelait Tchacham. Tchacham. Et lorsque les gens de Ndimak ont quitté Ndimak pour venir s'installer là-bas, ils ont pris le nom de Ndimak et de Tchacham, le village qu'ils ont trouvé sur place, pour dire maintenant Ndimak à Tchacham. Vous voyez? Mais ici, c'est l'origine de Tataguine, c'est ici. La frontière entre les départements de Mbour et de Fatick n'est pas loin. Le village limitrophe
c'est Ndjefer que vous voyez comme ça. Tataguine Escale, l'autre Tataguine Serer, Ndjefer, Gané, Bambara sont tous de Fatick. Ce sont les villages les plus proches tels que Ndiosmone, Bakabof et Oulto. Comme dans beaucoup de villages sénégalais, les principales activités restent l'agriculture et le levage. La principale activité des habitants de Tataguine Serer, ce sont l'agriculture et l'élevage. Actuellement, la situation a changé partout dans le pays. On compte maintenant beaucoup de fonctionnaires. Il y a aussi d'autres corps de métiers. Le village compte une école élémentaire et un CM construit par la coopération chinoise dont l'infrastructure n'a rien à envier aux plus belles écoles des grandes villes du pays. Tataguine Serer, la rubrique découverte qui a porté la signature de Muntaga Kana. Merci beaucoup, c'est la fin de cette édition et merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.